L'enveloppe manille reposait sur ma table de cuisine comme un serpent enroulé, son contenu plus venimeux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. À l'intérieur se trouvaient des papiers hypothécaires portant mon nom, des papiers que je n'avais jamais signés, pour une maison que je n'avais jamais vue, achetée pour un frère qui ne m'avait jamais adressé la parole autrement qu'avec mépris. « Sarah, chérie, il est temps de faire quelque chose pour la famille », m'avait dit ma mère lorsqu'elle et papa m'avaient prise en embuscade ce mardi soir-là. Ils étaient assis en face de moi, dans mon petit appartement, le même appartement pour lequel je peinais à payer le loyer depuis mes 19 ans, travaillant à 2 emplois tout en poursuivant mes études en soins infirmiers. Le même appartement où j'avais célébré seule chacune de mes petites victoires parce que ma famille était toujours trop occupée à fêter la dernière réussite de Michael. Michael. L'enfant prodige. Le fils qui ne pouvait rien faire de mal, même lorsqu'il faisait tout de travers. À 28 ans, il n'avait jamais gardé un emploi plus de 6 mois, avait accumulé des dettes de jeu à faire rougir un propriétaire de casino, et avait eu l'audace d'exiger que nos parents lui achètent une maison parce que c'était le moment d'avoir enfin quelque chose de permanent dans sa vie. Et ils l'ont fait. Ils l'ont vraiment fait. Nous avons utilisé ton crédit, expliqua papa, d'un ton détaché, comme s'il parlait de la météo. Ton score est excellent, et tu as ce poste stable à l'hôpital. Le crédit de Michael est bien, tu sais comment il est. Je l'ai fixé, les mains tremblantes en tenant les papiers. Vous avez falsifié ma signature. Vous avez commis une fraude. Nous sommes une famille, dit maman, les yeux brillants de larmes qui, je le comprends maintenant, n'étaient que des larmes de crocodile. La famille aide la famille. Tu as toujours été si égoïste, Sarah. Tellement centrée sur toi-même. Michael a besoin de stabilité. Il a besoin de notre soutien. Égoïste. Le mot m'atteignit comme un coup physique. Je travaillais depuis mes 14 ans, gardant les enfants du quartier pour acheter mes propres vêtements d'école parce que maman et papa dépensaient tout pour l'équipe de baseball de Michael. J'avais contracté des prêts étudiants pendant que Michael avait une bourse complète qu'il avait gâchée en faisant la fête au lieu d'aller en cours. C'était moi qui avais conduit maman à ses séances de chimiothérapie lorsqu'elle avait eu un cancer du sein, parce que Michael était trop sensible pour supporter de la voir malade. Je ne paierai pas, dis-je calmement. Retirez mon nom de ces papiers. Vendez la maison. Débrouillez-vous. La température de la pièce chuta de 10 degrés. Le visage de papa se durcit dans cette expression que je connaissais depuis l'enfance, celle qui annonçait que j'allais être puni pour une faute imaginaire pendant que Michael recevait une glace pour avoir enfreint de vraies règles. Tu paieras, dit-il. Ou nous te ferons payer. C'était il y a 3 mois. 3 mois de coups de téléphone menaçants, de culpabilisation et de manipulation digne d'un chef de secte. 3 mois à les voir monter la famille élargie contre moi, me dépeignant comme la fille ingrate qui avait abandonné sa famille aimante en pleine détresse. Quand les papiers de procès sont arrivés, j'ai failli rire. Failli. Ils me poursuivaient pour $100 000 l'acompte qu'ils avaient versé sur la maison de Michael, plus des dommages émotionnels, pour mon cruel abandon des obligations familiales. Je n'avais pas les moyens de payer un avocat. Pas un bon, en tout cas. Mais j'ai trouvé Rebecca Martinez, une avocate commise d'office débrouillarde qui prenait aussi des affaires civiles pro bono lorsqu'elles concernaient des abus familiaux. Elle était féroce, brillante, et nourrissait une vendetta personnelle contre les parents égoïstes qui ruinaient la vie de leurs enfants. C'est l'un des cas de fraude et d'abus financiers les plus clairs que j'ai jamais vus, m'a-t-elle dit lors de notre première rencontre. Mais je dois te prévenir, le tribunal familial peut être imprévisible. Les juges se laissent parfois émouvoir par des parents en larmes qui prétendent qu'ils voulaient seulement aider leur famille. La veille de l'audience, j'étais assise dans mon appartement, le même appartement que je risquais de perdre si je perdais cette affaire, et j'écrivais dans mon journal. J'ai écrit sur toutes ces années où l'on m'avait dit que je n'étais pas assez bonne, pas assez intelligente, pas assez jolie. J'ai écrit sur le fait d'avoir vu Michael tout recevoir sans effort pendant que je me battais pour la moindre reconnaissance. J'ai écrit sur le poids écrasant d'avoir été le bouc émissaire de la famille, celle qui devait tout sacrifier pour que l'enfant doré brille. Mais j'ai aussi écrit sur la femme que j'étais devenue malgré eux. La femme qui avait fait seule ses études d'infirmière. La femme qui sauvait des vies chaque jour à l'hôpital. La femme qui avait appris à se tenir debout par ses propres moyens, parce que jamais personne ne lui avait tendu la main quand elle tombait. Le palais de justice était intimidant, tout de marbre et d'autorité. Mes parents étaient assis avec leur avocat, un avocat coûteux, remarquai-je, payé avec de l'argent qu'ils prétendaient ne pas avoir. Michael n'était pas là, bien sûr. Il dormait probablement encore, cuvant une nouvelle gueule de bois, dans la maison qu'il avait obtenue frauduleusement. Il paraissait confiant. Droit, même.
Maman avait mis sa robe d'église et son air de victime. Papa portait son plus beau costume et son visage de père déçu. Il pensait que ce serait facile. Il pensait que la juge verrait en moi une fille égarée qu'il fallait remettre à sa place. Ils avaient tort. La juge Patricia Williams était une femme noire d'une 60aine d'années, aux cheveux gris acier et au regard qui ne laissait rien échapper. Elle siégeait depuis 25 ans et avait clairement vu défiler toutes les formes de laideur humaine qu'on pouvait traîner dans une salle d'audience. L'avocat de mes parents parla le premier, déroulant une fable sur une famille en difficulté qui essayait simplement d'aider son fils à se remettre sur pied, mais contrariée par une fille égoïste qui avait abandonné ses obligations morales envers sa famille. « Votre honneur, dit-il avec une sincérité feinte, les plaignants sont des gens simples qui ont tout sacrifié pour leurs enfants. Ils ont contracté cette hypothèque en toute bonne foi, croyant que leur fille honorerait ses engagements familiaux. Son refus de payer leur a causé un énorme préjudice financier et émotionnel. » Maman tamponna ses yeux avec un mouchoir. Papa secoua la tête tristement. La performance méritait un Oscar. Puis Rebecca se leva. « Votre honneur, j'aimerais présenter la pièce à... » Elle remit au greffier une pile de documents. « Voici les papiers hypothécaires en question. Vous remarquerez que la signature de ma cliente semble falsifiée, l'analyse graphologique le confirme. Elle n'était jamais présente lors de la signature, n'a jamais donné son consentement, et n'a jamais tiré aucun bénéfice de cette transaction. » La juge examina les documents, son expression s'assombrissant à chaque minute. « La pièce B, poursuivit Rebecca, est une analyse financière de la situation de ma cliente. Elle est infirmière diplômée, indépendante financièrement depuis ses 18 ans. Elle n'a jamais demandé d'argent à ses parents, n'a jamais vécu chez eux une fois adulte, et n'a aucune obligation légale ni morale de payer le logement de son frère. » Et la pièce C, la voix de Rebecca se fit plus dure, démontre un schéma d'abus financier et émotionnel sur plus d'une décennie. Carte de crédit ouverte au nom de ma cliente sans autorisation. Factures envoyées à son adresse pour des services qu'elle n'avait jamais demandés. Des années de manipulation, de culpabilisation et de guerre psychologique visant à lui faire croire qu'elle existait uniquement pour servir les besoins de sa famille. Je regardais le visage de mes parents pendant que Rebecca exposait le dossier. Leur confiance commençait à se fissurer. Leur droiture s'effritait. Pour la première fois de ma vie, je les vis réaliser que leurs actes avaient des conséquences. La juge Williams resta silencieuse un long moment après que Rebecca eut terminé. Elle regarda mes parents, puis moi, puis de nouveau les documents posés devant elle. « Monsieur et Madame Thompson, dit-elle enfin, sa voix tranchant la salle d'audience comme une lame, en 25 ans de magistrature, j'ai vu beaucoup de cas de dysfonctionnements familiaux. Mais rarement ai-je vu un cas aussi flagrant de fraude financière mêlée à de l'abus émotionnel. » Ma mère commença à parler, mais la juge leva une main. « Vous avez falsifié la signature de votre fille. Vous avez commis un vol d'identité. Vous avez tenté de la charger d'une dette pour une maison qu'elle n'a jamais vue, achetée pour un fils qui, apparemment, ne pouvait même pas obtenir de crédit par lui-même. Et lorsqu'elle a légitimement refusé d'être votre victime, vous l'avez traînée au tribunal et avez exigé qu'elle vous paie pour le privilège d'être abusée. » La salle d'audience était d'un silence absolu. Même la greffière semblait avoir cessé de respirer. « Mais ce qui me dégoûte le plus, continua la juge Williams, c'est votre absence totale de responsabilité. Vous jouez ici le rôle de parent blessé, comme si votre fille vous devait son avenir financier sous prétexte que vous lui avez donné la vie. Soyons clairs, les parents ont des obligations envers leurs enfants. Les enfants n'ont aucune obligation de financer les mauvaises décisions de leurs parents. » Elle se tourna vers l'avocat de mes parents. « Maître, je vous suggère de conseiller à vos clients de retirer immédiatement cette plainte frivole. Car s'ils ne le font pas, j'accorderai les honoraires de l'avocate à la partie défenderesse, et je transmettrai ce dossier au procureur pour poursuite pour fraude. » L'avocat se pencha, chuchotant frénétiquement à mes parents. Je vis le visage de maman devenir livide, et les mains de papa se mettre à trembler. « Votre honneur, balbutia l'avocat, mes clients souhaiteraient demander une brève suspension pour examiner leurs options. » Rejeté, trancha sèchement la juge Williams. Vos clients ont eu des mois pour examiner leurs options. Ils ont choisi de commettre une fraude puis d'aggraver la situation en déposant une plainte frivole. Ils vont maintenant en assumer les conséquences. Elle regarda mes parents droit dans les yeux. Monsieur et Madame Thompson, vous avez exactement 30 secondes pour retirer cette plainte et accepter de retirer le nom de votre fille de tous les documents hypothécaires. Si vous refusez, je statuerai en faveur de la défenderesse et je transmettrai votre cas au procureur pour poursuite pénale. À vous de choisir. Ce qui arriva ensuite était quelque chose dont j'avais rêvé pendant des années, mais que je n'aurais jamais cru voir un jour.
Mon père, l'homme qui avait dominé mon enfance par ses critiques et ses attentes impossibles, se mit à pleurer. Pas de dignes larmes, mais des sanglots laids, désespérés, qui secouaient tout son corps. Ma mère, la femme qui m'avait répété toute ma vie que je n'étais jamais assez bien, tomba à genoux dans la salle d'audience. « S'il vous plaît, Alta Papa. S'il vous plaît, votre honneur. Nous ne voulions pas, nous voulions seulement aider Michael. Nous n'avons pas réfléchi. Nous sommes désolés, sanglota maman du sol. Sarah, chérie, nous sommes tellement désolés. Pardonne-nous, je t'en prie. Nous t'aimons. Nous avons commis une erreur. Ne les laisse pas nous envoyer en prison. Pendant un instant, juste un instant, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la pitié. C'étaient mes parents, après tout. Les personnes qui m'avaient élevée, qui m'avaient appris à faire du vélo, aider pour mes devoirs, border le soir quand j'étais petite. Mais je me suis rappelé 24 années passées à entendre que je n'étais jamais assez. 24 années à les voir donner tout à Michael tout en exigeant que je sois reconnaissante pour des miettes. 24 années à me faire sentir que ma seule valeur résidait dans ce que je pouvais leur apporter. La pitié mourut. Votre honneur, dis-je en me levant pour la première fois de toute la procédure. Je voudrais qu'il retire la plainte et supprime mon nom de l'hypothèque. Mais je ne veux pas porter plainte. La juge Williams me regarda avec ce qui ressemblait à du respect. Mademoiselle Thompson, vous n'avez aucune obligation de faire preuve de clémence envers des gens qui n'en ont montré aucune à votre égard. Je sais, répondis-je. Mais je ne le fais pas pour eux. Je le fais pour moi. Je veux être libre d'eux, pas lié à eux à travers une affaire pénale. Elle hocha la tête. Très bien. Monsieur et Madame Thompson, votre fille vous offre une clémence que vous ne méritez pas. L'affaire est rejetée avec préjudice. Vous avez 72 heures pour retirer son nom de tous les documents hypothécaires et fournir à ce tribunal la preuve que cela a été fait. Si vous la contactez de nouveau, pour quelque raison que ce soit lié à cette affaire, je vous condamnerai pour outrage au tribunal. Elle frappa de son marteau. Audience levée. Sortir de ce tribunal fut comme émerger d'une grotte vers la lumière du soleil. Rebecca me prit dans ses bras sur les marches du palais de justice, les larmes aux yeux. « Tu l'as fait, dit-elle. Tu leur as tenu tête, et tu as gagné. » Mais je savais que la vraie victoire n'était pas ce qui s'était passé dans cette salle. La vraie victoire, c'était ce qui s'était produit en moi au cours de ces 3 mois d'enfer judiciaire. J'avais découvert que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais cru. J'avais appris que je n'avais pas besoin de leur approbation pour avoir de la valeur. J'avais compris que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est l'amour, le respect et le soutien, des choses que mes parents ne m'avaient jamais véritablement offertes. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Michael. La première communication de sa part depuis plus d'1 an. Il perdait la maison apparemment, sans moi pour payer l'hypothèque, il n'arrivait pas à suivre les échéances. Il voulait savoir si je pouvais lui prêter de l'argent pour l'aider. J'ai jeté la lettre sans la finir. 1 an plus tard, maman m'appela à l'hôpital. Elle avait été diagnostiquée diabétique et voulait que je vienne m'occuper d'elle. « Tu es infirmière, dit-elle, comme si cela réglait tout. C'est ton devoir. » Je lui ai raccroché au nez. 2 ans plus tard, papa fit une crise cardiaque. Michael m'appela pour me prévenir, s'attendant à ce que je laisse tout tomber pour courir à l'hôpital. Quand je ne le fis pas, il m'accusa d'être sans cœur. « C'est ton père, hurla Michael dans le téléphone. Comment peux-tu être aussi froide ? Il a fait son choix, répondis-je calmement. Maintenant, je fais le mien. J'ai 31 ans aujourd'hui, et je vis dans une maison que j'ai achetée avec mon propre argent, avec mon propre crédit, à mon propre nom. J'ai des amis qui choisissent d'être dans ma vie, non pas parce que nous partageons un ADN, mais parce que nous choisissons de nous aimer et de nous soutenir. J'ai un travail que j'aime, aidant les gens à guérir de leurs pires moments. Parfois, on me demande si je regrette d'avoir coupé les liens avec ma famille. Si elle me manque. Si je pense parfois à une réconciliation. La réponse est compliquée. Ma famille me manque telle que je croyais l'avoir quand j'étais enfant. Mes parents me manquent tels que j'aurais voulu qu'ils soient. Je pleure les relations qui auraient pu exister s'ils avaient été d'autres personnes. Mais la douleur ne me manque pas. Les critiques constantes, les attentes impossibles, le sentiment que je n'étais jamais assez bien pour mériter leur amour ne me manquent pas. Je ne regrette pas d'avoir cessé d'être leur distributeur automatique émotionnel et financier, censé tout donner et reconnaissante de ne rien recevoir en retour. Ce jour au tribunal ne m'a pas seulement libéré de leur procès.
Il m'a libéré de la prison dans laquelle j'avais vécu toute ma vie, la prison de croire que je devais mériter l'amour par le sacrifice, que ma valeur se mesurait à mon utilité pour les autres. La juge Williams m'a offert ce jour-là quelque chose de plus précieux qu'une victoire juridique. Elle m'a donné la permission de me valoriser moi-même. Elle m'a montré que je méritais mieux que ce que ma famille m'offrait. Elle a prouvé que parfois, la justice triomphe réellement. La maison de cartes de mes parents s'est effondrée ce jour-là, mais de ces cendres, j'ai construit quelque chose de plus solide, une vie que j'ai choisie, remplie de personnes qui m'aiment pour qui je suis, et non pour ce que je peux leur apporter. La fille qui entra dans ce tribunal cherchait encore l'approbation de ses parents, espérant toujours qu'ils reconnaîtraient enfin sa valeur. La femme qui en sortit connaissait sa propre valeur et refusait de se contenter de moi. Et cela a fait toute la différence.